Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Nous espérons que les fêtes de Noël ont été chaleureuses et réconfortantes et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. En cette dernière semaine de l'année 2021, notre page info vous proposera également une rétrospective de l'année qui s'achève. Pour notre focus, un invité spécial qui mettra également avec nous l'actualité en perspective. Voici les titres de l'actualité locale et régionale. Un accident grave à Capesterre-Belle-Eau. Toute une famille guadeloupéenne, le soir du réveillon de Noël, désormais assombrie. Réaction de la direction régionale de la Poste Guadeloupe face à la grève générale débutée la semaine dernière. Enfin, une rétrospective 2021, quelques moments clés du début de l'année. Comme nous le disions dans l'annonce des titres de l'actualité, un réveillon de Noël marqué par l'horreur et la tristesse pour une communauté désormais endeuillée. Un accident de la route singulièrement violent a eu lieu le soir du réveillon de Noël entre Capesterre et Goyave. 9 personnes sont concernées. Patrick Dolin, maire adjoint de la ville de Capesterre-Belle-Eau, réagit au micro de Michel Depas. J'ai été effectivement contacté le 24 au soir à exactement 0 heure pour me signaler qu'il y avait un accident qui venait de se produire à la frontière de Goyave-Capesterre, donc un petit peu plus sur le territoire de Capesterre. Et au premier abord, qu'il y avait 3 morts et 3 blessés. C'est cette information que j'avais et que j'ai dépêché en premier lieu des conseillers municipaux qui étaient un petit peu plus près du lieu de l'accident. Et donc je me suis rendu après, disons 20 minutes après, le temps de faire la route. Et arrivé sur les lieux, j'ai constaté effectivement, comme me l'avait déjà dit, l'accident qui a eu lieu, les morts, les blessés. Et c'est un petit peu au fur et à mesure qu'on a pu effectivement, à un moment, premier temps, savoir qu'il y avait 7 personnes dans cette voiture. Et ensuite, le lendemain, par les données, les dires, parce que des 2 jeunes qui se sont sentis mal en point et qui faisaient part de cet accident aussi, ont été effectivement voir. Ils se sont rendus sur les lieux, près des pompiers, pour pouvoir leur signifier qu'eux aussi ils faisaient partie. Donc ça nous a ramené effectivement à 9 personnes. Donc nous sommes arrêtés à ces 9 personnes et effectivement, c'est dire que nous avons constaté de gros dégâts, une famille plongée dans la tristesse, alors que nous étions dans un moment de fête, de joie et tout. Eh bien, une famille et la commune de Capesterre qui a été aussi plongée dans cette tristesse, quoi. Nous l'évoquions la semaine dernière. Les employés de la Poste du Nord-Grande-Terre sont en grève. La direction régionale de la Poste Guadeloupe livre ses réactions face à un mouvement qu'elle juge limité mais entendu. Des circonstances conjoncturelles expliqueraient les réformes engagées. On l'écoute au micro de Maxime Morel. Le droit de grève est un droit absolument important, que ce soit dans notre entreprise ou dans les autres entreprises, qu'on soit en Guadeloupe ou ailleurs, donc il faut le respecter. Maintenant, vous dites qu'il y a 4 sites, c'est vrai, ces 4 sites représentent une trentaine de grévistes, donc ça signifie que ce mouvement est limité. Bien sûr, la table des négociations est ouverte, les négociations ont lieu plusieurs fois par semaine. Nous faisons des propositions et nous avons bon espoir qu'elles puissent être entendues. Nos flux courriers baissaient déjà beaucoup avant la crise Covid, d'environ 7% par an, et depuis la crise Covid, ce mouvement s'est hélas encore amplifié. Ceci nous oblige à adapter nos organisations. Donc ces réorganisations s'imposaient. Je conçois que par certains aspects, elles ne soient pas faciles à entendre, mais je tiens quand même à souligner que toutes les instances de dialogue social sont bien évidemment respectées, que ces actions s'effectuent avec un modèle social, vous le savez, extrêmement bienveillant. Nous réorganisons en quelque sorte les activités et les tournées, mais
nous ne faisons partir personne. Il n'y a absolument aucun licenciement. Ça, je crois que c'est important à souligner, surtout par les temps qui courent. Nos flux sont quasiment correctement distribués. Je crois que c'est important que la population le sache. Que nous faisons également du phoning pour prévenir que ce soit des entreprises ou des particuliers qu'un colis est arrivé pour permettre sa récupération dans certains cas. Et permettez-moi aussi de saluer tout le travail des postiers. Je saluais leur nombre au courrier il y a quelques minutes. Ils sont plus de 700 à être sur le pont durant cette période pour distribuer l'ensemble des courriers et colis, d'avoir une pensée pour eux et pour leur famille. Quel est le sens de la Noël? Le 25 décembre, nous célébrons la présence de Dieu parmi les hommes. C'est un acte d'amour par lequel le Christ se révèle à l'humanité. Le père Gardiner Desravins expliquait le sens de cette fête religieuse, un sujet d'Olivier Moradel. Aujourd'hui, c'est 25 décembre, c'est la fête de la Noël, c'est la fête, l'anniversaire de la naissance du Christ. Donc c'est une fête qui a pour nous beaucoup d'importance. Parce que justement, cette fête, le Christ est venu habiter parmi nous, il nous apporte le salut. Donc je pense que c'est pour nous les chrétiens une grande fête, c'est pour nous une grande joie. Quel est le sens de Noël pour vous? Eh bien, je pense que la réponse, elle est très simple. À Noël, nous célébrons la présence de Dieu parmi les hommes. À Noël, Dieu se révèle à l'homme, non pas à travers de beaux discours, mais par un acte d'amour exprimé avec les couleurs de la générosité et de l'abaissement. La nativité, c'est-à-dire la naissance du Christ, c'est le Christ, celui que le Père a envoyé pour sauver le monde. Il est venu parmi nous, il a pris naissance en cette date, le 25 décembre. Les événements marquants de cette fin d'année, Covid, grève, mortalité exponentielle, un micro-trottoir pour faire le bilan. Michel Depape, Olivier Moradel. Quel fait vous a marqué cette année 2021 en Guadeloupe? Le Covid. Mais tous ces morts, les morts, là, plein de morts. Même plus le corona, je ne suis même pas sur le corona, c'est les morts. Il y a plein de morts, à ne rien comprendre. Les grèves, oui, les grèves. Forcément la Covid, quoi, voilà. Quand il marque en Guadeloupe, barrage là, c'est barrage là, il marque moi. Pas que des barrages, et surtout des motifs. Des motifs qui me semblent importants quand même. Je suis vacancière, donc ce que j'ai pu voir, c'est par la télé, tout ce qui montrait de la Guadeloupe, les grèves, le Covid et tout. Les barrages, ça m'a beaucoup dérangé. Le Covid, les confinements, les restrictions, tout ce qui se passe en Guadeloupe, les luttes, tout ça. L'obligation vaccinale pour les professionnels de santé, notamment les médecins des hôpitaux, les infirmiers, et je ne trouve pas ça normal. Mais c'est la grève qu'il y a eu, les barrages, toutes ces choses, les barrages sauvages, etc. C'est ça qui nous a marqué autant qu'ici en Guadeloupe et en Martinique. Franchement, la grève, la révolte des jeunes, des syndicats pour pouvoir changer la situation sanitaire, c'est l'obligation. La violence qu'il y a dans notre pays. Et puis, voilà, c'est cela. Le sujet précédent était donc Michel Depape et Maxime Morel. Petite rectification. Alors vous l'aurez compris, nous avons entamé notre page rétrospective et nous allons donc maintenant nous rappeler. Donc le 5 janvier 2021, la campagne de vaccination se préparait. L'État et ses représentants locaux entamaient la politique de prévention. Nous étions à Basse-Terre, au palais de la préfecture. Valérie Denux déroulait le plan de cette campagne au micro de Charlie Dagonia.
La vaccination, ça y est, commence puisque nous recevons les doses ce soir. Nous aurons de quoi démarrer pour 5500 personnes, un peu plus même. Et évidemment, nous serons réapprovisionnés en fonction de notre utilisation toutes les semaines si nécessaire. Et nous lancerons la vaccination vendredi, donc au niveau du centre gérontologique du Rézé, puisque les personnes âgées sont évidemment prioritaires. Mais nous aurons aussi l'occasion de vacciner des soignants, s'ils le souhaitent, de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités, ou quelques personnalités du territoire aussi se feront vacciner vendredi, rentrant dans ces critères d'âge, bien sûr. On travaille avec l'ensemble des acteurs du territoire et les élus, autour du projet de mettre en place des centres de vaccination de proximité, qui ne seront pas permanents, mais qui tourneront probablement dans les différentes communes, pour pouvoir donner accès aux personnes qui sont à la maison, à la vaccination lorsqu'ils sont fragiles, puisque nous avons environ 77 000 personnes de plus de 65 ans sur le territoire, dont 75 000 qui sont à la maison. On va dire jusqu'au mois d'avril, on va donner priorité à ces 100 à 150 000 personnes si elles souhaitent se faire vacciner. Et puis, évidemment, après, avec des vaccins qui seront plus simples de gestion logistique, puisque là, le vaccin Pfizer, il faut le conserver en congélateur, il faut le décongeler. Quand il est décongelé, il faut l'utiliser dans les 4 jours, donc c'est compliqué comme logistique. Mais après, lorsqu'on aura des vaccins comme AstraZeneca plus simples, les professionnels de santé en cabinet pourront vacciner comme ils le font habituellement pour les autres vaccins à la population générale. Mais plutôt, on va dire avril-mai, je pense. L'objectif, c'est de pouvoir répondre à la demande. Donc, si on arrive, si vous voulez, à faire 5000 vaccinations par semaine, ce serait l'idéal pour nous. Je ne sais pas si on aura 5000 personnes volontaires, mais en tout cas, j'espère que progressivement, ça va monter en puissance. En tout cas, on s'adaptera en fonction justement de la demande. Si on voit qu'on a une demande très importante, on augmentera le nombre de centres de vaccination. Et évidemment, je sais que les professionnels de santé libéraux, médecins, infirmiers sont prêts à nous aider. Ils nous l'ont dit, nous l'ont redit, donc ils seront là avec nous. Nous vous rappelons donc que nous avons entamé ici notre page rétrospective de l'année 2021. Toujours au mois de janvier 2021, une marche solidaire s'était déroulée aux Abîmes, Justice et Vérité pour Clodo. Cela fait donc presque une année que ce drame a eu lieu. C'était un reportage d'Olivier Moradel. Soutien pour nous, effectivement. On remercie la population et ça nous fait chaud au cœur de voir ça. Alors pour l'instant, on a quelques avancées. Le collectif d'avocats s'exprimera sous peu. Donc pour l'instant, on est soumis au secret de l'instruction, donc on ne pourra pas trop communiquer là-dessus. Mais sous peu, il y aura de nouvelles informations. C'est en solidarité, en soutien, on membre de la famille à nous. Clodo Champion qui a fait partie de la famille à nous, son enfant à pays Guadeloupe. Et pas question, là, on petit moun à pays là, ça, si bien en préjudice, surtout en préjudice qui est simplement à épidémie, qu'elle nous pas lever gaolé, qu'elle nous pas mettre nous debout avec toute famille là en solidarité. Donc, pas simplement un rassemblement, c'est vraiment un cri qu'elle nous a lancé en tout pays Guadeloupe pour nous bien comprendre quand dit dans pays là, ça, n'y a une seule famille, pas ni moun de, moun Pointe-Noire, moun Bastet, moun Pointe-à-Pitre, ti Guadeloupéen qui debout, et ça a fait trop longtemps, ça a des qualités d'injustice comme ça. Nous venons porter force baillot, pas d'avoir. Je dis vous, qu'a fait plus d'un mois que Clodo mort. Un mois que Clodo mort et Clodo pas encore tiré. Son drame, et je ne pas ni vérité, pas ni justice. Et si nous ne pas réagir, ça veut dire que l'État français continue de tuer petit à nous. Elle va faire continuer son l'État à la poste, quoi, pas ni monde qui réagit. Et donc, à donc, nous venons aussi soutenir la famille, parce que nous croyons que la famille a besoin de soutien depuis longtemps, comme ça arrive camarade là. Donc, il y a besoin de soutien moral, il y a besoin de monde pour voir qui gens il y a une vérité, parce que c'est un combat. Et présence en nous très utile là. Ici, nous d'autres combats, nous continuer en ce sens-là, de façon que là, vrai, on bitait qu'on s'arrive, nous souhaitons que justement, pour d'autres pas arriver encore, mais aussi ni vérité et ni justice en pays Guadeloupe dans des cas comme ça. Tous savent que ça n'est pas normal. Tous savent que ça est anormal. Mais il faut nous activer le cas divin qui en dit dans nous. Il faut nous activer par divin dans nous pour nous non seulement protester, on la joie de là. Le peuple là répond présent, ça belle.
Nous aimons voir ça. Donc là, nous avons une réaction légitime, mais il faut une action, amplification, vivification, action dans tous les jours. Et c'est ça que nous venons demander aussi aujourd'hui là à toute peuple Guadeloupe. Donc on l'offre force, on l'offre soutien pour la famille là. Alors nous qui comprenons, ça c'est famille là ni en cœur comme souffrance et comme douleur. On moi ou pas non papa, on tonton frère. Suite de notre rétrospective, maintenant le mois de février. Motif impérieux à l'aéroport et test PCR, souvenez-vous, ils étaient indispensables pour quitter le territoire. Un sujet de Charlie Dagonia. Bonsoir monsieur, test PCR, pièce d'identité, Voilà. PCR. L'objectif aujourd'hui, c'est de montrer comment ça déroule concrètement l'opération d'accueil des passagers. Accueil avec deux fonctions, hein. Une fonction de contrôle des motifs impérieux, contrôle qui est effectué par la police de l'air et des frontières en lien avec la préfecture, et un contrôle du test PCR présenté par chaque passager. Et ce contrôle est effectué par l'ARS. Normalement, les passagers sont censés avoir leur test effectué dans les 72 heures. On a quelques situations où les passagers peuvent être en défaut de test, mais la plupart du temps, c'est un défaut de test lié à une durée. Ce défaut de test est lié à un test périmé, puisque le vol intervient à ce moment-là plus de 72 heures après la date de réalisation du test. Ces contrôles sont tout à fait normaux et sont totalement indispensables si on veut préserver cette île de la pandémie qui fait rage dans le monde entier. Moi, c'est professionnel. Voilà, je suis cuisinier. Et voilà. Alors voilà, et j'espère que ces contrôles, mais malheureusement, ça freine énormément le tourisme, on le sait. C'est une pierre deux coups. On protège l'île, mais par contre, on pénalise énormément la fonction première de l'île, qui est le tourisme. Donc, j'ose imaginer la douleur de tous les professionnels du secteur. Le message fort, c'est qu'il faut continuer de protéger cette île. Cette île a une capacité d'accueil qui est importante en termes touristiques, mais une capacité de prise en charge médicale relativement limitée. Et donc, nous devons rester attentifs à nos capacités de prise en charge. Ça nécessite vigilance de la part de tous. Les personnes malades doivent éviter de voyager, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et on doit tout faire pour éviter au maximum l'introduction des virus variants ici. Si tel devait être le cas malgré tout, il faut tout faire pour que ce virus variant ne se diffuse pas dans notre population. Nous savons les ravages qu'il peut faire en termes de diffusion dans un groupe donné, une fois qu'il s'est installé. Et donc, il faut tout faire pour éviter la transmission locale du variant. C'est notre principale préoccupation en ce moment. Donc, test PCR et motif impérieux étaient indispensables pour arriver sur le territoire comme pour le quitter. Donc maintenant, 26 février, dernière actualité, levée des barrages et fin de conflit d'un mouvement social qui avait déjà paralysé la Guadeloupe en début d'année. Jean-Yves Ramassamy, porte-parole du collectif des organisations professionnelles, était au micro de Maxime Morel et Olivier Félix. Après le résultat du travail là, à commander, et à dire merci encore sur tous les barrages. À dire qu'on est là, pour tout ce qu'on a signé, les engagements qui ont commencé depuis lundi matin, ça commande les autres, de retirer les barrages, et nous allons rester vigilants. S'il n'en faut pas, nous allons prendre une décision. C'est fini, on est en train de débarrer, on débloque, donc les camions s'en vont, tout simplement. C'était très important pour l'ensemble des organisations professionnelles qui sont regroupées au sein du collectif COPG et aussi pour toutes les entreprises, les petites entreprises de la Guadeloupe qui étaient en souffrance. Le plus important, et c'est ce qu'il faut retenir, c'est la solidarité qu'il y a eu entre toutes les organisations professionnelles au sein du collectif et la solidarité qu'il y a eu entre nous, transporteurs, et toutes ces entreprises de transport et toutes ces entreprises de ces différentes organisations professionnelles qui se sont donné la main pour en arriver là aujourd'hui
Et hélas, c'est vrai qu'on aurait préféré ne pas passer par cette étape, ne pas aller dans la rue. On a été obligés d'une certaine manière. Mais en tout cas, le plus important, c'est que c'est fini et qu'il y a une réelle avancée aujourd'hui. Nous voilà donc arrivés au terme de cette page info. Donc nous rappelons que tout au long de la semaine, une rétrospective de l'année 2021 vous sera proposée afin de retracer en fait une chronologie, retracer les jalons de cette épidémie, de cette crise sanitaire et de la crise sociale qui a profondément affecté nos quotidiens. Dans le focus ce soir, nous accueillons Michel Reynette, ancien rédacteur en chef de France 3, pour une rétrospective également de l'actualité, avec une mise en perspective de cette actualité avec, on va dire, le monde de la diaspora noire. Après la mort de Desmond Tutu, il était normal finalement de revenir sur les liens de la Guadeloupe et des Guadeloupéens avec le monde noir. Voilà, à tout à l'heure dans le Focus et merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.